Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans mon atelier. Je pense ne pas me tromper si je dis que les adaptations de jeux vidéo, c'est pas top. En grande majorité, ce sont soit des tentatives intéressantes mais qui passent à côté de l'intérêt du jeu, soit des coups marketing foireux qui démontrent d'un mépris snob de la part des têtes pensantes du projet. Il existe bien évidemment des exceptions très chouettes que je vous recommande si vous ne les avez pas déjà visionnées, mais elles sont souvent peu nombreuses et passent tout de même à côté de ce qui rend le jeu iconique. Et même si on peut reprocher des tas de trucs aux adaptations modernes, c'était pas vraiment mieux avant quand on faisait n'importe quoi avec les licences. C'est ce que nous ont démontré les séries sur Mario, Captain N ou encore notre sujet du jour. Ils se jurèrent de retrouver leur maître, Sonic le rebelle. Ouais, ça vaut pas le générique d'Alexis Thomasian. Sonic le Rebelle, ou Sonic Underground en anglais, est une série d'animation franco-américaine de 40 épisodes, diffusée d'abord en France de janvier à mai 99, puis aux États-Unis d'août à octobre de la même année, avec de rediffusions en 2008 et 2010. C'est la troisième série sur la franchise Sonic, après les aventures de Sonic en 93 et Sonic le Hérisson en 94. Le Rebelle, non pas celui-là, a cependant la particularité de ne pas se dérouler dans l'univers habituel de Sonic. Beaucoup de personnages iconiques de la franchise, comme Tails ou Amy Rose, n'apparaissent pas tandis qu'on invente un frère et une sœur à Sonic pour faire un trio de musiciens révolutionnaires super cool. En effet, notre histoire prend place sur Mobius, monde d'animaux anthropomorphiques numéro 6402. Alors que la reine Éléonore donne naissance à ses triplés, le docteur Robotnik utilise sa technologie pour changer les pauvres en esclaves robots à son service et menace de faire de même avec les aristos si elle ne l'aide pas à prélever l'impôt. L'oracle du coin, qui est littéralement appelé l'oracle de Delphes dans la VF, prédit à la reine déchue qu'elle devra se séparer de ses enfants jusqu'au jour où elles vaincront Robotnik et ramèneront la paix sur Mobius. Éléonore confie donc ses enfants à des familles alliées pour s'assurer leur sécurité. Sonic finit dans la résistance, Sonia est élevée par des nobles et Manic se fait enlever et élever par des voleurs. Le temps passe, la situation ne s'arrange pas jusqu'à ce que l'oracle révèle à Sonic le pouvoir de son médaillon, ce qui amène aux retrouvailles des triplés. Nos trois hérissons partent donc à l'aventure pour retrouver leur mère et vaincre la tyrannie par le pouvoir du terrorisme et du rock'n'roll. C'est trop compliqué. Pourquoi tu tires pas dans le tas avec un fusil automatique? Parce que ouais, Sonic le Rebelle est une série musicale. Ça devient un peu un thème récurrent là, non? Et cette fois, on est effectivement dans un délire à la Phineas et Ferb, avec une chanson par épisode, parfois amenée maladroitement. Mais est-ce qu'on est au même niveau de qualité que Phineas? Ben... Vous augmentez le problème en ne le réglant pas vous-même. Montrez aux autres que vous êtes là. Faites partie de la solution. À plusieurs, nous vaincrons. N'allez surtout pas augmenter le problème. On va dire que tous les goûts sont dans la nature? Mais même si elle n'a pas eu beaucoup de succès à son époque et qu'elle tombe un peu dans le piège du « Dites-moi qu'il est cool ou je me tue, putain !» la série en elle-même est assez chouette. Elle suit pas mal la direction prise par la série Sonic le Hérisson, qui suivait aussi un groupe de résistants emmené par Sonic contre Robotnik qui robotise les gens pour conquérir le monde. T'es sûr que ça existe ce terme? Bah écoute, c'est celui que les personnages utilisent dans la série, donc à moins que t'en connaisses un plus approprié... Ouais, d'accord. Je trouve même que le rebelle va plus loin que le hérisson dans la thématique de la révolution. En grande partie parce que, dans le rebelle, la robotisation est considérée comme une véritable mort de la conscience, définitive et inéluctable. Là où le hérisson a introduit une idée de dérobotisation qui, en plus d'être illustrée de manière maladroite, rendait la menace de Robotnik moins impactante. En tout cas à mon goût. Mais on peut reprocher à Sonic le Rebelle d'avoir voulu trop s'éloigner du lore des jeux, qui commençait pas mal à se développer à l'époque. Donc, désolé pour Manic et Sonia qui resteront apparemment cantonnés à cette série jusqu'à la fin des temps, mais j'ai décidé de reprendre ce titre à une sauce plus Robin des Bois et avec le roster classique. À nos marques, prêts, dessinons! Pour celles qui ont vécu dans un satellite en orbite autour de Pluton ces 32 dernières années, Le coup de dieu gratuit dans ta face, c'est fait. Sonic le Hérisson est le héros du jeu vidéo éponyme et la mascotte de Sega depuis le tout premier jeu de la franchise sorti en 91. Le concept est assez simple. Un hérisson bleu à chaussures rouges court à la vitesse du son à travers un niveau, tout en explosant des robots pour libérer les animaux prisonniers du maléfique Dr Robotnik. Wigman, c'est jamais bien clair. Et s'il parvient à rassembler les 7 émeraudes du chaos, Sonic se transforme en super guerrier pendant un temps limité, ce qui le rendra encore plus rapide et pratiquement invincible. Rincer et répéter jusqu'à exploser les derniers robots de Robotnik et on passe au crédit. Comme beaucoup de mascottes, surtout à l'époque, Sonic n'a pas de psychologie particulièrement développée. Il fait ce qui est juste, mais plus par principe personnel que par devoir. Il se caractérise surtout par son arrogance et son impertinence très ado/pré-ado,
qui était une cible principale de Sega dans les années 90. Sonic était pris de liberté et paraît souvent je m'en foutiste, mais restera toujours pour protéger ses amis et le monde. Tant qu'on ne le plonge pas dans l'eau vu que ça le ralentit et qu'il ne sait pas nager. Dans Le Rebelle, il est joué par Jalil White en anglais et par Olivier Corol en français. Je suppose que c'est le genre de situation où il ne faut pas demander pourquoi. Mais j'avoue avoir une petite préférence pour Alexandre Gillet qui joue son rôle depuis Sonic X. L'essentiel, c'est qu'on s'en soit sorti, non? Sonic est avant tout marketé comme un ado impertinent qui correspond assez à la console dont le slogan disait « C'est plus fort que toi ». Il n'a donc pas vraiment évolué en dépit des cadres révolutionnaires dans lesquels on peut le placer. Et vous savez quoi? C'est pas nécessairement un mal. Parce que la simplicité a du bon, je vais conserver la construction globale des personnages et plutôt jouer la carte de l'iconisation par la tenue. Les garde-robes des héros seront simples, pour contraster avec celles de Robotnik, mais il faut garder la thématique Robin des Bois en tête. En parlant de ces derniers, petit historique non exhaustif. On pense que le nom anglais Robin Hood apparaît vers la fin du XIIIe siècle pour désigner différents types de hors-la-loi à travers l'Angleterre. Mais le personnage de Robin des Bois en lui-même ne prend de l'ampleur que vers le milieu du XVe, début XVIe siècle. Le personnage est alors établi comme un homme du peuple fidèle de la Vierge Marie qui compte pas mal sur ses joyeux compagnons pour le tirer d'affaire, les protège en retour et suit des principes, mais n'hésite pas à faire des trucs pas très Charlie pour son bon plaisir. C'est à partir du XVIIe siècle qu'on l'a codifié comme un noble déchu pour caresser le public élisabétain dans le sens du poil. Et cette interprétation est restée au fil des compilations et d'études de la légende jusqu'à nos jours. Je laisse en description la vidéo d'Overly Sarcastic Production, sous-titrée par mes soins, qui revient plus en détail sur la légende. En attendant, je pense plutôt faire de Sonic un gars du peuple qui, après avoir tenté une carrière de livreur messager, a vu son monde se faire envahir et pratiquement annexé par le terrible seigneur Robotnik. Rebelle dans l'âme, Sonic se lancera donc dans une résistance active en volant les réserves de Robotnik pour les redistribuer aux habitantes de Mobius. Le tout en restant impertinent et distant, mais néanmoins fidèle envers ses compagnons. Miles Power, plus connu sous le nom de Tails, est le sidekick de Sonic, apparu pour la première fois dans le jeu Sonic 2 en 92. Il sert d'excuse pour que le jeu puisse se faire en coop. Dans la diégèse, il sert d'hélicoptère vivant et de pilote d'avion pour Sonic. Dans les deux premières séries, les scénaristes ont un peu beaucoup accentué son jeune âge par rapport à Sonic, parce que les costards-cravates ont cette étrange conviction qu'il faut obligatoirement un personnage enfantin pour attirer le jeune public. Avec la sortie des jeux et des nouvelles séries, son côté inventeur roi de la mécanique est de plus en plus mis en avant. Et même s'il reste aussi bonne patte d'un titre à l'autre, il est moins infantile qu'avant. Depuis Sonic X, il est joué en français par Marie-Eugénie Maréchal. Les amis, voici ma nouvelle invention! Tails perpétue la tradition des compagnons plus jeunes et plus naïfs qui permettent de mettre le héros en avant jusqu'au jour où Yel se détache de leur modèle pour devenir plus autonome. Et ça, c'est beau. On va donc lui donner un rôle assez indépendant pour qu'il poursuive sa recherche d'autonomie. On pense que le personnage de Frère Tuck est apparu vers le XVe siècle avec celui de Lady Marianne, au cours de spectacles donnés pendant les fêtes du Muguet en mai. Il aurait été créé pour éviter de froisser l'église avec un E majuscule, tout en servant de satire à la corruption de ses hauts placés. Mais j'ai aussi lu des théories comme quoi il serait aussi là pour prouver que les aventures de Robin des Bois n'ont rien de païennes et que ses joyeux compagnons ne sont pas grecs, pour rester poli. Frère Tuck est donc un homme de foi qui a le cœur sur la main et aime profiter des plaisirs simples de la vie. Certaines versions en font également un érudit ou un moine de combat qui n'hésite pas à se lancer dans l'action avec ses camarades. C'est sympa, mais mon anti-religionnisme primaire, et ouais j'invente des mots, qu'est-ce que tu vas faire, me pousse à ne pas attribuer d'occupation réellement religieuse à Tails. Après tout, les moines ont longtemps été les gardiens des connaissances, même celles qui déplaisaient à l'église. J'ai donc envie de faire de notre petit renard un jeune scientifique qui pioche dans les savoirs de ses amis moines pour développer des substances et des technologies nouvelles. Mais l'invasion de Robotnik pousse les érudits de Mobius à cacher leur savoir avant qu'ils ne soient détruits, ce qui frustre Tails qui rejoint la résistance pour avoir accès à toutes les ressources qu'il désire. Ce faisant, il rencontrera Sonic et compagnie et se rendra compte que le combat va au-delà de sa propre personne.
Knuckles l'équiné apparaît pour la première fois dans le jeu Sonic 3 en 94. Gardien de la Master Emerald, qui donne leur pouvoir aux émeraudes du chaos, il se fait manipuler par Robotnik et combat Sonic à plusieurs reprises jusqu'à suffisamment se faire sonner les cloches pour changer de camp. Il deviendra jouable à partir de Sonic & Knuckles en 94. Ses principaux atouts sont ses poings qui lui permettent de creuser et d'escalader des roches très solides en plus d'avoir une super force. Du haut de ses apparemment 16 ans, il a vécu seul pratiquement toute sa vie à protéger la Master Emerald jusqu'à devenir le Piccolo de service. Tu crois pas que tu vas un peu loin avec la comparaison? Non. C'est plus ou moins le cas dans les séries, sauf dans Sonic Boom où son idiotie est assumée et tourné en gag jamais vraiment malveillant. Depuis Sonic X, il est joué en français par Sébastien Desjours. Je suis un génie du mal avec une intelligence moyenne. Knuckles ne brille pas par son originalité en tant qu'anti-héros, mais il aide à équilibrer la composition de l'équipe. Et il peut apporter des bons gags quand on sait comment faire. Est-ce qu'on parle d'Uganda Knuckles ou... Essayons de nous laver les yeux en passant au redesign, hein. Je vous entends hausser les sourcils, car j'ai une excellente oreille, et vous dire « L'Écarlate ? Mais c'est quoi ce surnom ? Tu ne devrais pas plutôt l'appeler Petit Knuckles ou un truc du genre ?» Et je vous répondrai que c'était l'idée de base, mais je n'aimais pas la sonorité, donc j'ai décidé de reprendre le surnom d'un compagnon peu connu du Canon des Bois, Will l'Écarlate ou Will Scarlet en anglais. Un bretteur généralement habillé de rouge et peut-être parent éloigné de Robin, qui apparaît dans leurs ballades les plus anciennes. Mais ma version de Knuckles restera assez proche du personnage de Petit Jean, sans la blague du gars qui s'appelle Petit tout en faisant 2m13. Dans les ballades du XVIIe siècle, Robin des Bois rencontre Jean Petit, qui ne danse pas, sur un pont et, aucun ne voulant céder la priorité à l'autre, les deux se bastonnent. Et Robin, impressionné par la raclée qu'il vient de se prendre, engage Jean dans son groupe de malandrins. Et moi quand je fais ça, je me fais asperger d'insecticides et poursuivre en justice. C'est l'épidophobe. Donc dans mon scénario, Knuckles serait lui aussi un homme du peuple qui aurait tout perdu ou presque dans l'invasion de Robotnik. Et pour pallier à sa frustration, il explose tout ce qui porte le sigle de l'envahisseur, jusqu'à se faire suffisamment sonner les cloches par Sonic pour se décider à rejoindre la résistance et utiliser sa super force plus intelligemment. Amy Rose, ou juste Amy pour les intimes, est une Harrison apparue pour la première fois dans Sonic CD en 93, puis deviendra jouable à partir de Sonic Drift 2 en 95. Fan de voyance, elle s'est faite prédire que son âme sœur était un hérisson bleu. Donc, depuis qu'elle a rencontré Sonic, elle le stalke tout en faisant tout pour qu'il s'intéresse à elle, qu'importe si ce dernier n'en a rien à faire. Et même si elle a commencé comme DED, Damoiselle en détresse. dans Sonic CD, elle dévoilera rapidement un caractère de tsundere et une force physique plus que conséquente. Suffit de voir la taille de son marteau pour s'en rendre compte. En dépit de son côté forceuse, elle reste une jeune fille enjouée qui a beaucoup de cœur et qui aime aider ses amis. Depuis Sonic X, elle est jouée en français par Naike Fovo. Désolée si je le prononce mal. Il y a toujours un peu de blabla avant qu'il ne se passe enfin quelque chose et que l'histoire démarre. Même si j'ai du mal avec son côté forceuse, Amy reste quand même assez rafraîchissante dans un médium où beaucoup de personnages féminins étaient considérés soit comme des DED, soit comme des prix à gagner. Pourtant, j'ai envie de partir sur un angle un peu différent. Comme dit un peu plus tôt, on pense que le personnage de Lady Marianne est apparu vers le XVe siècle, au cours de spectacles donnés pendant les fêtes du Muguet en mai avec Frère Tuck. Si elle ne servait au départ que de DED et de Love Interest pour Robin, une histoire anonyme communément appelée Child Ballad 150, parce que j'ai la flemme de le dire en anglais, lui a donné un développement à la Mulan, en la faisant s'habiller en homme pour rechercher Robin des Bois, son fiancé à l'époque où ils étaient tous de nobles. Et après une baston qu'elle remporte, les deux amoureux se reconnaissent et continuent leurs aventures ensemble. Ne faites pas ça chez vous, cher public. Dans les adaptations plus récentes, si elle ne joue pas l'amoureuse transie, elle sert d'espionne auprès des joyeux compagnons. Je pense que c'est l'approche que j'aimerais reprendre avec Amy. Fille de noble mot bien, je ne garantis pas le gentillet de ce monde, Amy déteste le fait que ses proches entretiennent Robotnik et le laissent détruire leur terre pour conserver leur petit confort. Inspirée par les rumeurs sur la résistance, plus particulièrement leur flèche bleue, elle les rejoint secrètement en tant qu'espionne tout en s'arrangeant pour les rejoindre sur le terrain dès que nécessaire avec son indémodable marteau.
robot Robotnik, ou Eggman, c'est pas très clair, est l'ennemi à vaincre dans la licence depuis le premier jeu. Scientifique aussi brillant que diabolique, il emprisonne les animaux de Mobius pour en faire des robots qui lui serviront à conquérir le monde. C'est un méchant, vous vous attendiez à quoi? Au cours de l'évolution de la licence, on apprend qu'il est bel et bien un terrien, petit-fils du créateur de Shadow le hérisson, le Vegeta de service, et par conséquent le seul humain sur Mobius, ce qui est repris dans la série Sonic le Rebelle. Même si son personnage a une certaine composante comique, les séries de 94 et 99 n'ont pas minimisé la menace qu'il représente et ont vraiment justifié pourquoi nos héros doivent le détrôner et détruire ses armées robotiques. Il est joué par Gary Chalk en anglais et par Eric Peter en français. Silence. Dorénavant, vous travaillerez pour moi. Mais j'avoue avoir une petite préférence pour Marc Bretonnière qui joue son rôle depuis Sonic X. Si je n'étais pas dans un dessin animé, ils auraient tous été tués. C'est l'avantage du dessin animé. C'est toujours un point qui vous chagrine si les enfants qui nous regardent se mettaient à faire comme nous. Ils ne peuvent pas envoyer des missiles et des rayons laser. De nos jours, on ne peut pas en être sûr. Robotnik est un de ces méchants qui fonctionnent qu'on prenne une approche comique ou sérieuse. Et même si la version du rebelle est très bien exploitée, j'ai quand même une petite préférence pour l'approche semi-comique. Il y a toujours eu une présence royale dans le mythe de Robin des Bois, mais c'était en général un roi anonyme qui jugeait de loin les actes de la bande des joyeux compagnons et leur accordait sa grâce en voyant qu'ils faisaient plus de bien que de mal. En 1521, l'Historia Majoris Britanniae de John Major posera les aventures de Robin des Bois à la fin du XIIe siècle, soit à la période de la Troisième Croisade et du règne de Richard Cœur de Lion. C'est resté depuis et ça a permis de faire écrire davantage d'histoires, vu qu'une figure royale positive caressait les nobles mécènes dans le sens du poil. C'est ainsi que Jean Santerre, roi d'Angleterre de 1199 à 1216, fut caractérisé de partout comme un usurpateur qui ne méritait que de se faire botter le derche par un noble déchu. J'imagine que ça change de toujours tout mettre sur le dos du shérif de Nottingham. Ma version de Robotnik ressemblera pas mal à celle de Sonic le Rebelle justement. Un envahisseur supérieurement équipé et doté de moyens aux limites floues, qui maintient son pactole en contrôlant les nobles via l'impôt et la menace de finir comme les pauvres airs qui l'attrapent. Du moins il pourrait régner en paix sans cette maudite résistance et ce fichu hérisson hyperactif qui les galvanise. Tout d'abord, j'aimerais faire une dédicace rapide à Aimé, qui m'a proposé ce sujet et cette thématique, entre autres. Désolée d'avoir plus exploité le reste de la licence que la série en elle-même. J'en profite d'ailleurs pour aussi remercier Arthur Eulin, qui m'a suggéré mes épisodes sur la petite sirène et Yu-Gi-Oh! Merci de tout mon petit cœur, sans vous, j'aurais d'énormes trous dans mon planning, vous êtes de la dynamite. Sonic le Rebelle n'est peut-être pas la série Sonic la plus iconique ni la mieux écrite, mais elle reste une bonne histoire qui montre qu'on peut faire beaucoup avec un concept aussi basique qu'un hérisson qui court à la vitesse de la lumière. Enfin je dis ça, mais c'est un constat que Sega a peut-être pris trop au pied de la lettre vu leur traitement de leur mascotte depuis les années 2000. On ne reparlera pas du film de 2020 qui a bien démontré qu'il aurait mieux valu se lancer dans un projet animé dès le départ plutôt que de faire cruncher les équipes des FX en pleine pandémie pour réparer une erreur de productrice véreuse et qui, pour une raison qui m'échappe, a eu droit à de suite. Merci pour la vision d'horreur que j'avais réussi à effacer de ma mémoire après 13 visites chez ma psychanalyste. Mais même dans les jeux vidéo, ça ne s'est pas arrangé depuis la tragédie Sonic 2006, voire même plus tôt pour certaines personnes. En tant que non-joueuse, j'ai sûrement du mal à comprendre tous les problèmes sans avoir moi-même touché aux manettes. Je préfère donc laisser parler quelqu'un qui connaît son sujet. Plutôt que de capitaliser sur une formule qui marche, comme ont su faire les Mario après Mario 64 en se disant « Bon, là c'est bon, on a une base qui marche, on n'y touche plus et on affine la formule », eh bien les jeux Sonic, eux au contraire, ils ont toujours eu tendance à tout jeter et à tout recommencer depuis le début à chaque nouveau jeu, et au final, il n'y a jamais eu de progression. Et c'est le souci quand on ne prend pas au sérieux un univers qui nous a été confié, voire qu'on a nous-mêmes contribué à créer. Pour Sonic le Rebelle et ses grandes sœurs, ça s'explique par le fait qu'on ne savait pas trop quoi faire des jeux vidéo à l'époque. On se souviendra du Super Mario Bros Super Show qui, malgré son générique ridiculement banger, était pas terrible même avec le recul. Ça n'empêche pas le film Super Mario Bros d'être très bon autant pour les joueuses que pour les non-joueuses. Bon, le protectivisme obsessionnel de Nintendo vaut pas mieux que la négligence opportuniste de Sega,
Mais ces deux exemples montrent qu'il y a un équilibre à trouver pour développer son œuvre de manière saine. On ne parlera pas non plus des fans chelous qui ont la mauvaise manie de mêler Sonic à leurs fantasmes les plus arbitres. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ou à suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne et mes réseaux et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier et rappelez-vous d'éviter de déranger le dragon en partant. Trop tard. Run for your life! Coupe par-ci, coupe par-là, tu ne m'auras pas.